C'était la bienveillance envers les autres. Est-ce un luxe ou une nécessité? Vous savez, très souvent, on entend, oui, ok, je m'occuperai de la nature quand déjà ça ira bien, quand j'aurai le bon boulot, quand j'aurai le bon appartement, je m'intéresserai aux autres, mais voilà, je m'occupe de moi d'abord. Et donc, du coup, il y a cette question, est-ce que la bienveillance envers les autres, donc est-ce que c'est un luxe, et donc on attend d'aller déjà bien pour le faire, ou est-ce que c'est une nécessité? Oui, alors, en fait, ce que montrent les recherches, c'est qu'on n'est pas très bon pour savoir ce qui va nous rendre le plus heureux. Donc, on peut imaginer que ce qui va nous rendre heureux, c'est le confort matériel, c'est le fait d'avoir des émotions agréables. Et donc, on se dit, ben, s'occuper de l'environnement, s'occuper des autres, ça viendra dans un deuxième temps. Alors qu'en fait, ce que montrent les recherches, c'est que ça apporte beaucoup plus de bien-être de s'engager dans des actions qui sont en lien avec nos valeurs, qui donnent une cohérence à notre existence. Et donc ça a un effet sur un bien-être qui est beaucoup plus durable et plus stable, beaucoup moins dépendant des conditions de vie, des événements du quotidien, et qui permet vraiment de se relier à ce qui donne du sens à l'existence, d'autant plus que dans les comportements altruistes, la plupart du temps, on va être amené à être en relation avec des personnes, des relations constructives, et ça aussi, c'est un des déterminants fondamentaux du bien-être, c'est la qualité des relations qu'on développe avec les personnes, le sentiment de confiance, le sentiment de lien social et d'interdépendance. Et donc, il y a vraiment cette dimension du sens de la vie et de la qualité des relations qui sont les fondamentaux du bien-être durable. Donc, il y a vraiment, c'est pas, on va dire, c'est pas un luxe, c'est vraiment les fondements pour ce bien-être. Oui, puis il y a un aspect politique à ça, je pense. Oui, mais par rapport à ça, moi, je voudrais aussi souligner justement, c'est tout ce débat. Est-ce qu'il faut d'abord être bien pour aller vers les autres ou l'inverse? Et moi, j'ai envie de dire, c'est une spirale vertueuse. Voilà. Maintenant, où commence la spirale vertueuse? Je pense que c'est une question un peu philosophique, que les uns et les autres peuvent avoir des différences. Moi, du coup, voilà, l'idée, c'est d'un côté, acquiert la sérénité pour te tourner vers les autres, ou bien tourne-toi vers les autres et tu découvriras le meilleur de toi-même. Pour ma part, je suis plus dans la deuxième comme point de départ, mais je ne dis pas que l'autre puisse être tout à fait juste. Une fois que c'est lancé, quel que soit le point de départ, bah, je veux dire, c'est une spirale vertueuse, quoi. Maintenant, sur la remarque que vient de faire Mathieu, effectivement, il y a un côté politique, je pense. Je ne vais pas développer ça, mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que des attitudes comme l'empathie, la bienveillance, la coopération, la confiance en l'autre, ça n'a pas seulement du sens et de la valeur dans nos relations interpersonnelles, ça pourrait être le fondement de politique publique. Et quand je dis ça pourrait, ça l'est déjà dans certaines régions du monde. Donc, je pense, par exemple, ces temps-ci, on a parlé ces dernières années je crois que ça s'appelle Jacinda Ardern. C'était la première ministre de Nouvelle-Zélande qui a fait preuve d'empathie à plusieurs reprises à la suite d'attentats, à l'occasion du Covid. Elle a quasiment fondé sa politique sur l'empathie. Nelson Mandela, de même. Enfin, ouais, il y a quand même des dirigeants, des chefs d'État qui considèrent que l'empathie, la bienveillance peuvent être le fondement de politique. Et je parlais récemment à Fabienne Brugère, qui est une philosophe du care, donc prendre soin de l'autre. On lui avait reproché en lui disant, finalement, le soin de l'autre, c'est une valeur personnelle, ça ne peut pas être dans les institutions. Alors que c'est complètement faux, parce que ça doit être l'âme ou le moteur des institutions, parce qu'un État qui est le plus puissant et le plus riche, où il ne fait pas bon vivre, parce que la qualité des relations sociales est mauvaise, c'est catastrophique, quoi. Alors, si on voit aussi, alors pour ce qui est du luxe ou de la nécessité, si on voit les grands défis du XXIe siècle, la question est tout à fait claire. Alors, il y a des défis immédiats, la pauvreté au sein de la richesse, une femme en Afrique qui doit nourrir ses enfants pour les jours d'après. Il y a aussi le moyen terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'épanouir dans l'existence, parce qu'après tout, encore une fois, si on ne s'épanouit pas dans l'existence, peu importe l'économie, il reste. Donc, c'est les politiques de la qualité au travail, de la qualité des relations humaines dans la société, la confiance par rapport à la méfiance, qui est la confiance en autres, les inconnus diminue depuis 30 ans. C'est tous ces phénomènes sociaux qui font qu'il fait bon vivre et qu'on peut s'épanouir dans l'existence. Et puis, il y a un nouveau défi qui est apparu, disons, à l'époque de la révolution industrielle, scientifique, technologique, avec l'explosion de la population. C'est que maintenant, à l'Anthropocène, nous sommes devenus la force majeure qui détermine le sort des générations à venir, ce qui n'était pas le cas il y a 12 000 ans où on était 5 millions d'habitants. Et avec des outils beaucoup plus primitifs qu'on a maintenant, dont la puissance a été multipliée des millions de fois. Donc là, la puissance a augmenté considérablement, mais la considération d'autrui n'a pas suivi à la même échelle. Or, aujourd'hui, nous déterminons le sort des générations à venir. Donc, ceux qui disent qu'ils ne sont pas de droit parce qu'ils n'existent pas,
c'est baratin parce qu'ils vont exister et ils diront, vous saviez, vous n'avez rien fait. C'est ce que dit Greta Thunberg, vous trahissez les générations à venir. Donc, en fait, et là j'ai parlé encore récemment avec Johan Rockström, qui est un grand spécialiste de l'environnement, il dit, oui, c'est une question d'égoïsme versus l'altruisme, et ce n'est plus un lutte, mais une nécessité. Parce que si nous ne changeons pas de manière draconienne nos façons de comporter, de consommer, etc., aujourd'hui, eh bien, on sait que ça va créer des souffrances incommensurables aux générations à venir. Et c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est leurs enfants, s'ils vivent encore 80 ans, ou c'est leurs petits-enfants pour sûr, qui vont dans une planète qui sera à la limite de l'habitable s'il y a 3 degrés de réchauffement climatique, avec voilà, une centaine de millions de migrants, je veux dire, peut-être la population qui se réduit à 1 milliard, des souffrances terribles, etc. Donc ça montre qu'il faut un concept qui réunit ces 3 échelles de temps, l'immédiat, le moyen terme et le long terme, et c'est certainement pas l'égoïsme qui fera l'affaire. Parce que si on s'en fiche, ben, après moi le déluge, il n'y a pas de problème dans l'environnement. Et donc la considération d'autrui, donc la fraternité, la bienveillance, est le seul concept pragmatique qui permet de s'asseoir autour d'une même table avec des gens spécialistes de l'environnement, des spécialistes de la politique, des décideurs, des travailleurs sociaux, des activistes pour essayer d'œuvrer ensemble à un monde meilleur.